petite intro vidéo. Deux petites choses. La qualité de l'image est pas géniale sur l'interview. C'était une première fois que je faisais ce format-là. On était un petit peu prise par le temps. J'avais déjà pu rectifier les choses par rapport à un premier enregistrement qu'on avait fait. Mais j'ai pas eu l'occasion de m'attarder sur les réglages, mais ça s'écoute comme un podcast. Bon, je crois que ça se regarde sans problème, mais si c'est trop désagréable, tu peux l'écouter en posant ton ordinateur ou ton smartphone quelque part, en mettant le son ou un casque, ça suffit, ça s'écoute vraiment juste avec le son aussi. La deuxième petite chose, c'est qu'à un moment donné dans l'interview, on parle de la maison de naissance l'Arche de Noé à Namur. On a tourné cette interview quelques jours avant l'annonce de leur restructuration. Donc la maison de naissance de Namur a été ouverte pendant 15 ans. Ici, elle ferme quelques mois le temps de se restructurer en interne. Mais je trouvais que c'était important de parler de cette info parce que dans la vidéo, on disait que tout se passait très bien et que ça allait très bien. Mais voilà, on a appris qu'en interne, elles étaient en train de rectifier certaines choses. J'espère que cette vidéo te plaira, que tu la trouveras intéressante. Moi, j'ai adoré passer ce moment avec Sarah. J'ai trouvé ça super instructif. Si tu regardes cette vidéo avant le 28 décembre 2019, le lien est dans la bio. Tu peux participer à la campagne Kiss Kiss Bang Bang pour permettre à cette maison de naissance d'ouvrir et de passer une ouverture et un démarrage serein sans devoir compter chaque euro qui passe et de s'installer vraiment confortablement dès le départ et pas de devoir réinvestir sur un an ou deux pour arriver au maximum du confort disponible pour les personnes qui y passeront. Sarah, voilà. Merci d'avoir accepté de faire cette vidéo. Je vais te laisser te présenter et après on va rentrer dans le vif du sujet de la naissance en Belgique. Voilà. Donc moi je m'appelle Sarah Michel, je suis sage-femme depuis 10 ans et je travaille en libéral. Donc je propose des accouchements à domicile, des accompagnements à l'hôpital, des plateaux techniques. Et nous allons ouvrir avec ma collègue Mélissa Chambard une maison de naissance, La Bulle, en janvier 2020. Et Manon fait partie aussi de La Bulle. Ben oui, mais voilà. En tant que doula. En tant que doula, pas en tant que sage-femme. Et donc comme tu es la spécialiste du médical et que tu as un vrai couteau suisse, je voulais vraiment faire cette vidéo avec toi. On va vous expliquer un petit peu tout ce qui est possible de faire en fait quand on est enceinte et qu'on doit accoucher en Belgique. Parce que par réflexe, quand le test est positif, on appelle le gynéco et puis on se retrouve embarqué là-dedans alors qu'en fait il y a plein de choses qu'on peut faire. Tout à fait. Donc je propose qu'on commence par le plus classique. Donc le plus classique c'est l'hôpital. Donc en Belgique, 98% des femmes sont suivies par des gynécologues pendant leur grossesse et leur accouchement. Et donc classiquement, la femme tombe enceinte, va voir soit son médecin généraliste, soit son gynécologue et continue à se faire suivre par son gynéco et puis accouche dans l'hôpital où son gynéco pratique les accouchements. Donc dans les hôpitaux, il y a différentes sortes d'hôpitaux. Il y a les hôpitaux privés, les hôpitaux publics. Et donc les conventions qu'ont les gynécologues avec les hôpitaux dépendent évidemment de la privatisation ou pas de l'hôpital. Et donc pendant l'accouchement, on est suivi toujours par des sages-femmes de l'hôpital. Et puis au moment vraiment de la naissance de l'enfant, soit on appelle le gynéco, soit c'est le gynéco qu'on a vu pendant les consultations prénatales, donc en privé, soit c'est le gynéco de garde. Dans les hôpitaux publics, ça peut être aussi que les sages-femmes et on appelle le gynéco que s'il y a un souci. Je crois que il y a eu un mishmash de mots. C'est pendant le travail, tu veux dire? Pendant le travail. Pendant la grossesse. Ah oui, excuse-moi. Non. Donc on peut être suivi par un gynéco. Oui, et puis après accoucher à l'hôpital. Voilà, et donc, avec lui, un autre ou une sage-femme. Ou une sage-femme, exactement. Donc ça dépend un petit peu de l'hôpital. De la manière dont fonctionne l'hôpital. Mais moi je parle souvent même de la roulette russe, c'est on ne sait jamais combien de temps ça va durer ou pas, si le gynéco est pris ou pas, quelle c'est pas parce qu'on a été suivi par un gynéco qu'on aime bien pendant l'accouchement que d'office il va être là à l'accouchement, ça dépend de plein de choses. Et bon, d'avoir une sage-femme au moment de la naissance et que d'être avec des sages-femmes, c'est quand même plutôt rare en Belgique. Donc ça concerne vraiment les hôpitaux publics. Et les hôpitaux publics sont assez rares en Belgique. Donc ça c'est important de le savoir pendant votre suivi, essayez de poser des questions, de savoir où vous mettez les pieds et comment ça va se passer le jour J.
parce que c'est quand même bien, enfin l'idéal c'est de savoir quelle personne sera là, mais c'est pas toujours possible dans les systèmes hospitaliers, mais au moins de comprendre quand vous allez arriver le jour J, comment ça marche, qui sera là ou pas, quand est-ce qu'on appelle le gynéco, est-ce qu'on l'appelle pas, parce que voilà, au moins c'est des éléments de réponse déjà, et là de rien pour le cerveau de la personne qui accouche, c'est vachement important. Ouais. Et alors, toi, tu fais un truc aussi que j'adore, c'est que tu vas en tant que sage-femme en salle de naissance, malgré ce suivi classique. Ça, c'est possible aussi. Tout à fait. Donc, on peut être suivi classiquement par un gynécologue, accoucher à l'hôpital, et puis décider d'avoir sa propre sage-femme libérale qui vient pour nous accompagner. Donc, c'est vraiment un accompagnement. C'est du coaching, en fait. Donc, on va aider à gérer la douleur, à plein de petites choses comme ça. Mais on fait aucun examen clinique, on ne prend pas de décision clinique. C'est pas notre rôle à ce moment-là. Par contre, ça vous garantit d'avoir quelqu'un que vous connaissez et une sage-femme que vous connaissez tout au long du travail, de la naissance et de la première heure du postpartum. Et donc c'est hyper confortable évidemment, parce que c'est rare d'être accompagné du début à la fin pendant l'accouchement par la sage-femme de la salle d'accouchement, tout simplement parce qu'elles ont beaucoup trop de patientes à surveiller, à prendre en charge, et ça c'est le système, c'est pas du tout la faute des sages-femmes. Oui voilà, non mais je ne les blâme pas les sages-femmes, mais ce qu'on disait c'est que c'est une sage-femme pour 2-3 personnes en ça dépend, travail. la nuit parfois ça peut être plus, hein. Moi j'en ai déjà eu quand je travaillais dans un gros hôpital universitaire au début de ma carrière, je me souviens d'une nuit où on avait 5 chacune. Oh purée ouais. C'est du secours, Et c'était un accouchement où les sages-femmes faisaient les naissances aussi, donc c'était catch the baby, et à la suivante. Donc j'aime autant vous dire que c'était pas du one-to-one. Voilà. Et en fait, d'avoir sa sage-femme libérale comme ça vous permet d'office d'avoir une sage-femme, comme dit Sarah, du début à la fin, ce qui n'est jamais garanti dans d'autres scénarios, en tout cas pour un suivi comme ça. Tout à fait. Et on a aussi, il faut bien se dire que les sages-femmes ont une charge administrative énorme dans les hôpitaux, et c'est de pire en pire, et donc elles ont des tonnes et des tonnes de papiers à remplir, et donc tous les papiers qu'elles doivent remplir, elles ne le passent pas avec les patientes. Et nous, c'est vrai qu'en tant qu'accompagnante, on n'a pas du tout toute cette charge administrative et légale en fait à faire, et donc ça veut dire qu'on peut se concentrer que sur la femme, le papa, l'espace, l'ambiance, son confort, et on n'a pas d'autres choses à penser. C'est ça. Voilà. Donc c'est le même travail qu'une doula fait en fait, hein, plus ou moins. Oui, après l'énergie va l'énergie n'est pas la même. L'énergie est pas la même. Tu as quand même tes connaissances que tu peux tout pas à fait, que tu peux pas mettre à côté, et tu peux peut-être parfois avoir un peu d'adrénaline que peut-être la doula a pas. Donc c'est vrai que ça a pas tout à fait, c'est pas tout à fait la même chose. Mais dans le principe c'est ça. Dans le principe c'est d'avoir quelqu'un qui t'accompagne en permanence, peu importe les décisions et peu importe l'issue en fait. Par contre tu disais, parce qu'en fait on a déjà enregistré la vidéo, mais il y a eu un pépin technique, donc on recommence. Tu disais tantôt, c'est qu'il y a quand même peu d'hôpitaux où on refuse. Non. Légalement, normalement, on peut pas. On peut pas, non, on peut pas. Il y a une règle à l'hôpital comme quoi on est censé avoir qu'une seule personne, mais c'est vraiment. Moi, j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé, en tout cas, au niveau légal. Normalement, la patiente a le droit d'être accompagnée de qui elle veut et du nombre de personnes qu'elle veut. C'est vrai. Après, les hôpitaux vont être très fâchés que je dise ça, mais c'est une réalité. Après, c'est vrai que c'est pas forcément confortable d'avoir dans une petite pièce toute la familia qui est là, mais en tout cas, c'est pas complètement fou de demander qu'en plus du papa, il y ait une personne en plus, et que normalement quelqu'un dans la périnatalité, en général, ça les dérange pas trop parce qu'ils savent aussi que ça va leur décharger d'une partie du boulot. C'est pas le cas partout. C'est peut-être pas le cas partout. En tout cas, en tant que doula, peut-être qu'en tant que sage-femme, tu rentres plus facilement. Je pense qu'en tant que sage-femme, on rentre plus facilement. Ça dépend. Mais oui. Encore une fois, j'ai entendu des hôpitaux qui préféraient avoir des doulas parce qu'ils se disaient que pour les doulas, ce serait plus simple de les embobiner au niveau médical. Et que si, ils disaient non, il faut faire une césarienne maintenant, la doula n'allait pas savoir avancer des arguments scientifiques en fait, en disant on peut quand même encore attendre une demi-heure et des choses comme ça. Tandis qu'une sage-femme, ça peut être un peu plus ennuyant parce que, et alors c'est vrai qu'il n'y a rien à faire, ça fait un témoin en fait. Et,
Mais donc là, dans un sens, ça peut les ennuyer, mais dans un autre sens, moi ça je trouve soulager, le fait quoi. que d'avoir quelqu'un qui est là et qui est un témoin et qui n'a aucun compte à rendre à l'hôpital fait qu'ils font 1000 fois plus attention à ce qu'ils font. Ça, c'est quand même, enfin, la réalité, c'est con, mais c'est vrai. Prenez-en bonne note. Ouais, tout à fait. Et en plus, tu disais donc vous êtes remboursé quand même. On est remboursé. Malgré qu'il y ait un suivi gynéco, je veux dire. Oui, oui, tout à fait. Alors le suivi, par contre, l'accompagnement n'est pas remboursé par D'accord. la sécurité sociale. Après, il y a, voilà, on peut, c'est pas remboursé. Ça, D'accord. voilà, ça c'est pas quelque chose qui est Mais remboursé. un suivi supplémentaire. Voilà. Donc si une femme veut être suivie par un gynécologue, accoucher à l'hôpital et n'a pas envie forcément d'avoir sa sage-femme à l'accouchement, mais veut juste à faire une préparation à naissance, par exemple, c'est tout à fait possible. Elle peut faire un gynéco sage-femme et tout est remboursé par la sécurité sociale. Et parce que ce qui est très chouette dans ce cas-là, c'est que la sage-femme, moi je vais tutoyer comme sur Instagram, la sage-femme qui te suit pendant ta grossesse, ça sera la même, enfin tu peux choisir que ce soit la même en tout cas qui vienne te voir en postnatal. Et ça, moi je trouve que c'est hyper intéressant parce que cette sage-femme-là aura appris à te connaître et tu as une vigilance quand même un peu plus élevée par rapport à tout ce qui est psycho-affectif. Tout à fait. Que si tu débarques chez une femme que tu connais pas les gens. Vu avant, bah oui, bien sûr, tu les connais pas, donc tu sais pas trop. Tu connais un peu aussi la dynamique familiale, les petits soucis qu'ils ont peut-être à gérer en plus, et tu peux être beaucoup plus prévoyante par rapport à certains points, quoi. Et puis surtout, le postpartum, ça se prépare. Oh donc, oui, s'il vous plaît. Parce que sinon, c'est la bombe qui nous explose en pleine figure. On en parle trop peu encore. Donc voilà, donc c'est vrai qu'aller voir une sage-femme, c'est hyper, ne serait-ce que pour parler du postpartum, de l'allaitement maternel, de toutes les contraintes et les choses qu'on peut s'attendre en postpartum. Par rapport au sommeil du bébé, par rapport à son sommeil à soi, par rapport à son confort, par rapport à l'organisation. Alors je pense que pour l'organisation, ça, les doulas sont quand même beaucoup plus amènes de faire ça. Donc on va pas si loin, mais en tout cas, on peut déjà poser un bon tableau de ce qui va arriver. Et évidemment, ça se prépare et du coup, on est beaucoup plus cool en postpartum quand on sait à quoi s'attendre que quand on pense que ça va être tout rose. Ouais. Mais... ça c'est un autre sujet encore. Oui, mais on va focus. On va rester focus, mais en tout cas, même si on veut avoir un suivi très médical, on peut voir une sage-femme pour une préparation à naissance. Plus englobante, qui prendra le temps aussi de répondre à toutes les questions, que ce soit médicales ou pas. Et qui pourra orienter vers les personnes qu'il faut aussi si nécessaire. Ça aussi, vous êtes des super personnes ressources parce que vous êtes implémentées dans la région. Les sages-femmes ont des carnets d'adresses autour de la périnatalité qui sont vachement riches. Et j'ai toujours en cas de pépin, c'est un bon coup de fil à passer, quoi. Voilà, tout à fait. Donc on s'est référé vers des kinés, vers une psy, vers une doula, vers un gynécologue qui peut-être répondra aux attentes spécifiques. Le truc classique, c'est l'accouchement dans l'eau. Donc il n'y a pas beaucoup de gynécos qui font d'accouchement dans l'eau, enfin il y en a de plus en plus je crois, mais donc c'est de dire voilà, moi si c'est le truc le plus important dans ma vie, dans ma naissance, c'est vraiment un point essentiel, je veux accoucher dans l'eau, de dire écoutez, avec ce gynécologue là ça va pas être possible, mais avec celui-là ça va être possible. Donc voilà, je vous invite à prendre rendez-vous avec cette personne là. Donc on connaît un peu les habitudes aussi des hôpitaux, de ce qui est possible ou pas dans certains hôpitaux, et de pouvoir aussi faire des projets de naissance qui sont réalisables. Parce qu'arriver dans un hôpital où on ne peut pas accoucher dans l'eau et avoir ça dans notre projet de naissance, c'est vraiment la grosse claque. Donc, et réalisable, et du coup encourager les patientes à aller poser des questions en amont aux professionnels de l'hôpital. Et ça, je pense que c'est vraiment hyper important. Donc, dans le meilleur des mondes, il faudrait que les femmes soient suivies, en tout cas, si elles veulent, suivies par un gynécologue et accoucher à l'hôpital, mais avoir une sage-femme en complémentaire, et pour moi, si possible, en libéral, parce que ça veut dire qu'on ne fait pas partie du système de l'hôpital et qu'on n'a aucun conflit d'intérêt. Ok, et qu'il y a une vue extérieure en fait. Donc on en parlait tantôt, moi j'ai été suivie en gîte de naissance. Et dans mon suivi, à un moment donné, on m'embêtait toujours avec un point et je me disais c'est quoi ce truc, au point où j'en étais très mal à l'aise en fin de grossesse, je crois les hormones, tout ça, j'en avais ras-le-bol, je voulais qu'on me lâche la grappe, c'est par rapport à des antécédents de dépression en fait. Et ma sage-femme libérale, parce que donc moi j'ai accouché en gîte de naissance entourée de sages-femmes et puis je me suis pris 2 sages-femmes libérales en plus, c'est la meuf hyper armée.
Et en fait, c'est une sage-femme libérale qui m'a dit, tiens, ça c'est un protocole en fait, parce que j'y donne naissance, on expliquera tantôt, mais elles sont très novatrices finalement. Je sais que grâce à leurs résultats, elles influencent aussi la périnatalité en Belgique. Elles font un travail très important, mais du coup, elles se mettent quand même des remparts de sécurité que quelqu'un d'extérieur a moins ou a la possibilité de avec dire ça c'est un rempart, tu avec vois. un nombre de patientes qui est beaucoup moindre aussi, donc Ouais. quand on est dans une grosse structure, forcément il faut mettre des remparts, parce que ou sinon il y a des gens qui passent au travers du filet. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est premier scénario. Deuxième scénar, on va parler du plateau technique. Alors le plateau technique c'est quelque chose qui n'est pas très connu en Belgique. Non mais c'est génial. Qui n'existe pas depuis très très longtemps. Ça existe dans certaines structures depuis longtemps, mais que ça commence vraiment à s'étendre partout. Ah génial. Donc à Mons il y a Saint-Joseph qui le fait, à Charleroi il y a Marie Curie qui le fait. Donc c'est assez intéressant. À Bruxelles il y a plusieurs hôpitaux. Ça commence vraiment à faire des petits à vraiment s'étaler. Ouais. Donc le plateau technique c'est assez simple en fait. La sage-femme a une convention avec un hôpital, vient avec ses patientes qu'on a suivies pendant la grossesse. Voilà. Et donc c'est des patientes qui ont envie d'accoucher dans un milieu médicalisé, qui ont envie d'être à l'hôpital, qui auront peut-être à un moment donné envie d'une péridurale, mais qui ont envie de leur sage-femme soit là pour la naissance et que ce soit la sage-femme qui prenne les choses en charge du début à la fin. Alors pour la péridurale, ça dépend un petit peu des hôpitaux. Il y a des hôpitaux où dès qu'on prend une péri, on passe au système classique et du coup on reste en accompagnement. Ouais. Il y a des hôpitaux où s'il n'y a pas d'autre pathologie, on peut continuer comme ça et rester malgré tout en tant que principale personne au niveau médical. D'accord. Donc ça permet, c'est super chouette le plateau technique, ça permet d'avoir des naissances physiologiques. Vraiment physiologique, avec des sages-femmes qui vous suivent du début à la fin dans un hôpital sans structure particulière, c'est-à-dire sans forcément avoir un gîte. Oui, on devait parler du gîte, mais on va le faire maintenant. Voilà. Je voudrais juste repréciser donc, que le gynécologue, c'est l'expert de la pathologie. Voilà. C'est des gens qui ont fait médecine, puis qui ont fait une voire deux spécialisations en fonction de si à la chirurgie ou pas, c'est ce que tu disais. Tandis que la sage-femme, en fait, toutes ses études gravitent vraiment autour de la physiologie des femmes et des personnes enceintes et qui accouchent. Donc l'approche est totalement différente. Donc les médecins, ils sont, comme ils sont les spécialistes de la pathologie, forcément ils sont entraînés à détecter la moindre pathologie et à voir tout en pathologie. Voilà. Ce qui est ma foi normal, hein. Je veux dire, voilà, on peut pas, c'est ce qu'on leur demande en fait, les médecins, c'est de soigner, de sauver des gens de la pathologie. Voilà. Malheureusement, la grossesse est quelque chose, heureusement, mais malheureusement, la grossesse est quelque chose qui n'est pas pathologique, qui n'est pas une pathologie. Donc c'est un peu particulier en médecine finalement, parce que c'est le seul moment de notre vie où on aura éventuellement besoin d'un gynécologue ou d'une médicalisation, mais où en fait la plupart du temps ça se passe très bien. Et donc c'est très particulier, sauf que ça n'a pas été pris dans sa particularité. Et donc on en vient à une hyper-médicalisation de la grossesse qui est un événement qui est un peu un non-événement, qui n'est pas un non-événement, mais en tout cas du point de vue médical, c'est un non-événement. Voilà, ça fait partie de la vie. Et donc les sages-femmes, elles par contre, sont pas entraînées, mais en tout cas reçoivent une formation qui les centre sur la physiologie de la grossesse. Et donc elles, tout ce qu'elles vont faire, c'est justement de supporter cette physiologie, de voir les choses de manière physiologique et de pas, si vous voulez, c'est un peu comme le verre à moitié vide, à moitié plein. Donc de plutôt voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et de aussi savoir détecter les vraies pathologies. Voilà, j'allais dire sans être dans le déni non plus. Sans être dans le déni, donc faire des examens qui sont recommandés et de détecter les vraies pathologies. Et quand on détecte une pathologie, eh bien on réfère au médecin. Voilà. Et on travaille alors en collaboration. C'est ça. Donc ça, voilà. Et les sages-femmes sont très au clair avec ça, et c'est quelque chose qui parfois est mal compris par le monde médical, en disant oui mais les sages-femmes sont pas capables, c'est pas vrai. Les sages-femmes, elles n'ont pas envie de tuer les mamans et les bébés. C'est ça quoi. Donc elles font très attention aux pathologies. J'ai envie de dire même parfois plus attention que les médecins, parce que comme elles savent pas prendre en charge les pathologies, que c'est pas dans leurs skills, elles ont surtout pas envie que ça arrive. Donc elles vont faire très attention à les détecter et très attention à les prévenir. Voilà. Et tandis que les médecins, comme si tu veux, ils peuvent tout faire, finalement, parfois ils font un peu moins attention. Parce qu'ils savent très bien qu'ils vont pouvoir rattraper le coup. Ouais.
Voilà, et enfin, c'est vraiment ça, de vous côtoyer, Mélissa et toi, je me suis vraiment rendu compte de ça. C'est que c'est vraiment une lecture anticipative. C'est en permanence. En permanence, tous les petits signaux, etc. Et s'il y a des doutes, on va faire un examen pour confirmer ou pas, s'il y a raison de s'inquiéter ou pas. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, sans vouloir vous faire passer pour des ésotériques là, mais il y a aussi cette lecture psycho-affective et intuitive en fait, qu'à force de connaître les femmes, de les connaître elles, parfois même de déjà connaître les bébés, vous allez détecter des choses qui, comme tu dis, qu'un médecin va pas lire ou détecter, déjà parce qu'ils sont pas forcément là pendant le processus de travail en tout cas, et parce qu'il y a vraiment cette prise en charge globale. Enfin moi, un de mes grands combats, c'est que on n'est pas juste un corps, tout à fait. On n'est pas juste un esprit non plus, mais on est tout un ensemble complexe de choses, et je trouve qu'en tant que sage-femme, vous prenez vraiment cette vision globale qui pour moi est essentielle. Qui est essentielle et qui prend du temps. Voilà, c'est pas un quart d'heure à la chaîne. Et encore une fois, c'est pas la faute mais non, c'est la faute du système. C'est le système hospitalier, on est d'accord. Moi comme tu dis, j'accuse pas il y a pas d'accusation. Les médecins de se lever le matin en disant, comme tu dis, allez, je vais faire de la boucherie aujourd'hui. Non, c'est clair, c'est pas des chouettes. De faire des consultations toutes les 15 minutes, c'est assez prise de tête. On est d'accord. De voir 15 patientes sur une journée. Mais de là, comme on dit, l'intérêt d'aller dans du libéral, dans des gens qui sont extérieurs, qui n'ont pas ces contraintes et qui finalement fixent leurs propres règles. Voilà. Qui fixent leurs propres règles et qui ont moins de cette pression financière, de rentabilité. Cette pression de rentabilité. Parce que voilà, les hôpitaux, ça devient très money, malheureusement. Et ça impose des contraintes qui sont délétères pour tout le monde en fait. Pour tout le monde. Je comprends pas. De la patiente aux gens qui travaillent, à l'infirmier, à la sage-femme, au médecin, au directeur, au brancardier, enfin pour tout le monde en fait. C'est à se demander qui maintient ce truc en place. Il y a personne en fait qui est bien avec ça. Non. Bon, bref, c'est encore un sujet, on pourra en parler des heures. Donc on a, parce qu'avant le plateau technique, il y avait peut-être le gîte de naissance à placer entre les deux. Donc le gîte de naissance, c'est donc il y en a qu'un en Belgique, c'est le Cocon à Erasme qui existe depuis 2014. Donc c'est un gîte, c'est une maison de naissance dans l'hôpital, mais qui est séparée de la salle d'accouchement. Ça c'est très important parce que parfois on peut faire croire qu'il y a des gîtes de naissance dans d'autres structures, mais c'est pas des gîtes de naissance si c'est pas séparé de la salle d'accouchement. Ça c'est vraiment la définition du gîte de naissance. C'est un standard européen. C'est que la salle d'accouchement soit séparée soit séparée d'un étage, soit séparée d'une porte, qu'importe, mais que ce soit séparé. Ou même d'un couloir, ou même, mais voilà, c'est séparé. Et donc là, ce sont les sages-femmes qui travaillent en toute autonomie avec des mamans qui sont à bas risque, encore une fois, et qui ont des gynéco-référents dans la salle d'accouchement normale. Et donc voilà, ça marche comme ça. Alors souvent il y a un plus gros débit, donc dans une maison de naissance extra-hospitalière, bien que ça dépend des pays, mais en tout cas en Belgique c'est le cas. Et donc effectivement ça impose de nouveau. Enfin voilà, il y a certaines contraintes qu'on n'a pas en maison de naissance extra-hospitalière, mais il y a des choses qui sont évidemment plus confortables. Comme le fait d'avoir la salle d'accouchement qui est juste à côté. Et que c'est vrai qu'en cas d'urgence cruciale, on est juste à côté. C'est un étage. Voilà. Et on peut même demander au gynéco ou au pédiatre de venir. Voilà. Donc ça c'est vraiment évidemment hyper confortable. Voilà. Et ça aussi c'est des agréments, comme par exemple tu disais les protocoles, où là effectivement on ne peut pas discuter au cas par cas de tout. C'est pas possible. En fait, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Il y a des avantages et des inconvénients partout. Après, en fonction de nous, de notre histoire, de notre schéma familial, de là où on habite, de plein de choses finalement, on a une situation tout à fait propre qui nous conviendra le mieux à nous. Et je pense que c'est important d'être acteur et d'aller à la recherche de cette situation dans laquelle on se sent et en sécurité et entouré et où on a, parce que la sécurité c'est très propre à chacun. Très propre à chacun. Pour certains c'est d'être presque seul en train d'accoucher et pour d'autres c'est d'avoir accès à toute cette technologie parce que ça rassure. Et voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo vraiment et que je vous encourage, et Sarah le fait aussi, à poser des questions à votre personnel de soins qui est autour de vous, que ce soit votre médecin, votre sage-femme, votre gynéco. Nous les doulas, on peut dégrossir un peu le paysage, mais je crois qu'on est moins dans le concret des personnes qui sont à l'intérieur. Mais moi mon job c'est de poser des questions, donc je le fais
connaissez, mais je le fais en individuel aussi. Et donc, on arrive maintenant du plateau technique à l'accouchement. Le gîte de naissance. Le gîte de naissance, la maison de naissance extra-hospitalière. Voilà. Donc, c'est les maisons de naissance. Donc, les maisons de naissance, il y en a plusieurs en Belgique. Du côté néerlandophone, il y en a, mais là, je ne vais pas m'avancer parce que je ne sais pas combien il y en a. Et du côté de la Wallonie, il y en a une qui a ouvert il y a 15 ans, qui est à Namur, qui est l'Arche de Noé, et qui fonctionne toujours très bien. Et puis, nous ouvrons une maison de naissance avec Mélissa Chambard, donc en janvier, à Feluy, à Nivelles. Donc, c'est vraiment au centre de la Belgique. Alors là, pour le coup, il n'y a pas plus au centre. Donc, c'est la région centrale, donc ça, c'est super. Je sais qu'il y a un projet à Bruxelles qui va bientôt ouvrir dans 1 ou 2 ans. Voilà, pour le moment, c'est ce qu'il y a comme maison de naissance, en tout cas en fonctionnement. On fait une pause batterie, on vous explique ce qu'est une maison de naissance tout de suite. On était donc à la maison de naissance. Oui, donc la maison de naissance. C'est bon, ça tourne. Donc la maison de naissance extra-hospitalière, elles sont dirigées aussi que par des sages-femmes. Il n'y a que des sages-femmes qui travaillent dedans. Éventuellement des doulas aussi, mais je veux dire en tout cas pas de gynécologue. Et là c'est complètement indépendant. Séparé de l'hôpital, c'est des organisations indépendantes, il n'y a pas de chapeautement de l'hôpital, enfin voilà, ça rentre pas en ligne de compte. Le mieux c'est que elle soit pas quand même trop loin de l'hôpital, mais en Belgique ça va. Et donc voilà, c'est vraiment comme accoucher à la maison, mais dans une autre maison, avec aussi une logistique qui est déjà préparée. Et on ne doit pas préparer la logistique. Donc ça, c'est pris en charge par la maison de naissance. Voilà, c'est du confort quand même. Voilà, donc on a le matériel qu'il faut pour un accouchement physiologique. On a aussi ce qu'il faut en cas d'urgence. Évidemment, on n'est pas un hôpital, hein, donc on fait pas des... Enfin, je sais, à un moment donné, on passe la main si jamais il y a un souci. Mais on a tout ce qu'il faut en attendant de passer la main. Voilà. Donc les chiffres sont très bons pour les maisons de naissance. Intra-hospitalière, extra-hospitalière. Mais les meilleurs chiffres, ce sont les maisons de naissance extra-hospitalières. C'est génial, quoi. Par rapport à les autres accouchements. Tous les autres, le meilleur, c'est, en tout cas pour les primipares, c'est donc les premiers bébés, c'est les maisons de naissance extra-hospitalières. Pour les premiers bébés chez les patientes à bas risque. D'accord. Donc ça veut dire c'est donc c'est tout aussi sûr qu'à l'hôpital, avec moins d'intervention. Donc pour moi c'est mieux. C'est même mieux, oui. Voilà. C'est ça. Et pendant longtemps on a hésité à le dire en disant que c'était aussi sûr avec moins d'intervention, mais en même temps en fait s'il y a moins d'intervention ça veut dire que c'est mieux. Parce que les interventions peuvent nuire, il faut le dire aussi. Tout à fait. Chaque acte posé a des conséquences positives et ou négatives. Voilà. Donc il y a moins d'épisiotomie, moins d'instrumentation et moins de péridurale. Ouais. Logiquement, puisqu'on n'a pas de péridurale. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose, je pense, qui est important à comprendre, parce que c'est vrai qu'en Belgique et dans les pays en Europe en général, on s'attend à avoir une péridurale pour tous les accouchements. En maison de naissance, extra-hospitalière et accouchement à domicile, ce n'est pas possible une péridurale. Mais on a d'autres choses. Des mesures de confort que la maman peut faire avec la sage-femme, enfin plein de choses qui fait qu'on traverse cette intensité de l'accouchement. Cette intensité d'accouchement avec plus de sérénité. Mais oui, parce qu'on travaille avec la physiologie. Tout à fait. Ça, moi j'adore bassiner les gens avec ça, mais il y a toute cette balance hormonale qui est fabuleuse, mais qui se met en place en fait dès le début de la grossesse. Qui mène à ce travail, et si on travaille avec cette balance hormonale, mais c'est génial, enfin je veux dire moi perso je sais qu'après mon accouchement jamais j'ai dit j'ai eu mal, j'ai toujours dit c'était intense. Oui c'était intense, mais j'ai pas eu la sensation d'avoir mal quoi. Donc ça c'est vraiment c'est important d'oser dire que c'est mieux. Que c'est mieux. Mais parce qu'on se cache. C'est mieux si c'est notre choix évidemment. Oui c'est ça, mais toujours. Parce que on pourrait arriver à un système comme le midwifery Netcare, donc toutes les unités de sage-femme coûtent moins cher. Ça vraiment toutes les études le montrent. On pourrait arriver à un moment donné à un gouvernement qui dit ah bah si ça coûte moins cher, on y va. On va demander à toutes les femmes qui sont à bas risque d'aller accoucher là-bas et elles n'auront plus le choix d'aller à l'hôpital que si elles ont des pathologies. Et ça, c'est pas bien non plus. Non, mais aux Pays-Bas, il y a un peu de ça quand même. Un peu, mais ça a changé. Mais j'ai une amie qui a accouché là il y a moins d'1 an et elle a quand même eu cette sensation-là. C'est-à-dire qu'on pousse bien. Fallait vraiment trouver un truc dans le dossier pour justifier que si elle en avait besoin, elle puisse aller à l'hôpital. Donc ça, nous, on ne veut pas du tout arriver à ce système-là.
Ce qui serait chouette, c'est d'arriver à un système où, donc en fait, les études montrent que pour pouvoir accoucher, donc pour des femmes qui seraient capables d'accoucher, pas capables, tout le monde est là capable, mais en tout cas qui auraient envie, qui seraient dans quelque chose de sécuritaire, on serait plus ou moins à 40% de femmes. Donc ça veut dire, dans un monde génial, on pourrait avoir, si tu avais 10 femmes en salle d'accouchement classique, on aurait 4 de ces 10 femmes qui disparaîtraient dans un autre système. Et ça veut dire qu'en fait, on pourrait avoir plus d'attention pour ces 6 femmes en salle d'accouchement classique. Oui, clairement. Et plus d'attention pour ces 4 femmes. Et tout le monde le vivrait mieux. Donc ça, ce serait évidemment le truc le plus... ce serait génial. Si on suit d'arriver à ça. Bon, on n'y est pas encore, mais peut-être un jour on y sera, je ne sais pas. On va travailler pour en tout cas. Voilà, donc la maison de naissance, on va quand même préciser qu'une fois qu'on a accouché, on ne reste pas comme en maternité, 3 jours, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça dépend un petit peu. En maison de naissance, on reste de 6 heures à 24 heures maximum. Mais il y a un relais sage-femme à domicile. Qui vient une fois par jour. Une fois par jour les 5 premiers jours, et puis après ça dépend du besoin. Grâce au téléphone, la sage-femme n'est jamais très loin. Voilà, on répond au téléphone, aux questions. Si la maman vient de loin pour venir accoucher en maison de naissance, ça peut arriver parce que comme il n'y en a pas beaucoup de maisons de naissance, on a parfois des mamans qui font 1h30 de route. Bon, évidemment, on ne va pas aller les voir en postpartum à 1h30 de route, ça va être un peu compliqué. Donc on a un relais en fait dans la région de la maman et ça se travaille en postnatal, en prénatal. Pardon. C'est rien, ça arrive. Et alors il nous reste l'accouchement à domicile. Ouais. Donc l'accouchement à domicile, là c'est vraiment c'est aussi les sages-femmes qui ne s'occupent que de ça. Alors c'est pas forcément une grande équipe de sages-femmes. En général, on a une sage-femme qui nous a suivis pendant toute la grossesse, qui est première sage-femme, donc qui vient après pour la naissance, l'accouchement, le travail de la naissance, et une deuxième sage-femme qui vient à la fin pour la naissance et pour s'occuper du bébé en cas de souci. C'est le même fonctionnement aussi pour la maison de naissance, sauf que là on peut avoir une plus grande équipe de sages-femmes qui collaborent vraiment ensemble. L'accouchement à domicile, en général, c'est 2-3 sages-femmes maximum qui travaillent ensemble. Et donc l'accouchement à domicile, là en fait toutes les consultations se fait en général soit au domicile de la sage-femme, soit au domicile de la maman. Elle va à l'hôpital que pour les échographies et les prises de sang. Et puis au moment de l'accouchement, le travail, elle prévient la sage-femme. La sage-femme arrive en cours de travail quand ça devient intense, quand elle commence à avoir besoin d'aide. Et puis reste jusqu'à la naissance et appelle la deuxième sage-femme. Et puis là, vous restez à la maison, il n'y a pas de transfert dans une maternité ou que sais-je. Et la sage-femme reste 2-3 heures, 4 heures, ça dépend un petit peu, après l'accouchement et s'en va chez elle après. Donc on est toute seule après à la maison avec son mari, enfin son compagnon, sa compagne, que sais-je, et son petit bébé. Et donc voilà, le fonctionnement est quand même un peu différent, ça demande pas mal d'autonomie. Et ça demande une certaine logistique que les parents, on demande en tout cas, nous dans notre fonctionnement c'est ce qu'on fait, on demande aux patientes de louer une piscine si elles ont envie, d'acheter certains médicaments, de s'occuper de l'oxygène et tout ça. Alors pourquoi on fait ça? Pas juste parce qu'on n'a pas envie de le faire, parce qu'en fait on trouve que c'est important d'autonomiser les gens et de se rendre compte de tout ce qui se met en place autour d'eux et de pas juste arriver comme des sages-femmes volantes avec tout, un peu de magie et de tout mettre pouf par pouf quand c'est le temps. Le but est de préparer en fait cet accouchement et de bien réfléchir aussi à ce qu'on a envie, à tout ce qu'implique un accouchement à domicile, c'est-à-dire à une certaine quand même autonomie. C'est ça. Voilà. Mais c'est ça que j'aime beaucoup dans cette approche sage-femme, en tout cas telle que Mélissa et toi vous le pratiquez. Il y a vraiment cette notion de choix éclairé, où on explique, où il n'y a pas de questions taboues, où il n'y a que des réponses honnêtes et franches, et finalement où il y a énormément d'autonomie. Autonomie, responsabilité, liberté, c'est tous des mots qui vont ensemble, et je trouve que c'est vachement important parce que c'est un peu quelque chose avec lequel moi j'ai du mal dans les prises en charge ailleurs, c'est que ils sont pris en charge comme ça, les futurs parents, et puis une fois qu'ils ont accouché, c'est voilà, démerde-toi, ton bébé il t'a comme pas appartenu pendant toute la grossesse, et puis du jour au lendemain tu dois être le parent de ce bébé là, et c'est une sacrée responsabilité, et je trouve que cette démarche c'est très chouette parce que ça met déjà dans cette énergie là, cette autonomie. Moi je dis toujours aux mamans quand elles me disent mais qu'est-ce que je dois faire, je dis mais
Moi, j'ai pas à vous dire ce que vous devez faire. C'est ça. Là, c'est votre enfant déjà. Ouais, c'est ça. Et vous prenez vos responsabilités de parents. Ouais, exactement. Donc, à vous de choisir ce qui est le mieux pour votre enfant et pour vous. C'est Ouais. pas à moi d'imposer les choses. Vous présentez... Moi, je vais pas vivre avec votre enfant toute votre vie. C'est ça, quoi. Moi, je vais juste l'accueillir Ouais. et puis vous donner des conseils, mais je vais pas m'occuper de votre enfant toute votre vie. Donc, à vous de choisir ce que vous voulez pour vous, pour votre enfant. Et je pense que c'est hyper important parce que ça autonomise les gens Clairement. et ça les responsabilise sur leur responsabilité parentale. Oui, clairement. Ce qu'on ne fait pas du tout en milieu hospitalier, et ça Non. c'est une réalité. On est un peu dépossédé en fait de cette grossesse, de cet enfant. On prend les décisions pour nous, on nous explique pas les examens. Alors il faut pas non plus noircir le tableau parce qu'il y a certaines personnes qui le font, Oui. mais c'est quand même une réalité. Et donc du coup tout à coup, quand il est né, ah ben voilà, maintenant vous êtes responsable de votre enfant et c'est à vous de décider de tout. Ouais, c'est clair. Ben, en fait, c'est un apprentissage et cet apprentissage, il se fait déjà pendant la grossesse. Et le fait de choisir où on va accoucher, le fait de choisir les examens qu'on veut faire, parce que je insiste sur ça, et ça, même les sages-femmes ne sont pas d'accord avec ça, c'est de dire, nous, on propose des examens, Voilà. on propose des choses qui sont evidence-based, donc qui sont basées sur des évidences scientifiques. Mais l'évidence based, c'est pas seulement imposer des choses qui sont basées, c'est aussi avoir l'accord de la maman. Et moi, faire un examen sans son accord, c'est pas possible. Ça n'a pas d'intérêt. Amen. L'exemple classique, le streptocoque. Ouais. Donc de dire, vous devez faire le streptocoque. Parce que si vous ne le faites pas et que votre bébé attrape le streptocoque, il va mourir. C'est un raccourci de plein de choses. Ça prendra des heures de discuter de ça. Ouais. Mais c'est l'exemple classique. Donc, c'est-à-dire que moi j'explique, on explique, Mélissa c'est pareil, on explique les contre, les pour, ce qui est positif, ce qui est négatif dans cette démarche-là. Et les parents décident. Choisissent, voilà, c'est ça. Et après, on se fait reprocher parfois hein, par le système médical, par le système. C'est pas même pas les médecins, c'est le système. En disant, mais il n'a pas fait son frottis, mais c'est n'importe quoi, vous vous rendez pas compte. Je dis, mais quoi? Et moi, je dois choisir qu'elle fait son frottis? Je suis pas responsable du fait qu'elle n'ait pas fait son frottis. C'est pas moi qui dois la convaincre à tout prix de le faire. Je lui dis les pour, les contre, C'est et c'est ça. elle qui décide. Ouais. Et il y a ça pour tout en fait. Alors c'est sûr que au niveau sécuritaire, à un moment donné aussi, on a notre... Et ça, je pense que, évidemment, enfin, voilà, il faut aussi comprendre que les femmes comprennent aussi que si à un moment donné, il n'y a rien qui est accepté, on ne peut pas non plus garantir la sécurité de tout à la maison. Non. Et on peut aussi à un moment donné prendre la décision de dire, écoutez, pour moi, c'est pas possible parce que je suis plus en sécurité. C'est ça. Donc la sécurité, en fait, elle est très personnelle et elle doit se discuter. C'est ça. Mais en tout cas d'expérience, on n'a jamais eu, en expliquant correctement les choses, quelqu'un qui disait non, moi je ne veux rien tout, de A à Z. Parce que la même chose, enfin voilà, les mamans ne veulent pas de mal pour leur bébé. Et voilà, l'accouchement à domicile, voilà, après il reste aussi, ça c'est encore un autre sujet, c'est les accouchements libres. Oui, moi Qui ne j'adore ce sont pas sujet. accompagnés, moi j'adore, c'est un sujet que je trouve passionnant aussi. On fera une vidéo alors. On fera une vidéo là-dessus, et qui ne sont pas accompagnés, et qu'il ne faut pas non plus mettre de côté. Non. Qui sont très problématiques dans le monde médical Oui, et voilà. pour les sages-femmes aussi. Ouais. Mais voilà, c'est quelque chose de assez qui existe et qu'il ne faut pas non plus Non. complètement occulter. Occulté ou accusé, ou... Voilà. parce que c'est aussi, souvent tu as des histoires là derrière. Mm. C'est pas monsieur et madame tout le monde qui dit je vais accoucher toute seule. Il y a peu de femmes qui ont envie d'accoucher toutes seules. C'est ça. Souvent les femmes ont quand même envie, dans toutes les cultures du monde, ont envie d'être accompagnées. Mais il peut y avoir des histoires obstétricales derrière Voilà. qui font que les femmes sont traumatisées. Voilà. Et, ou alors qu'il n'y ait pas de choix dans la région où elles sont. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, on va dire « Ah, mais oui, c'est les femmes, Non, c'est le système. c'est le système. » Et tant qu'on n'a pas un choix pour tout, et donc, en fait, pour avoir quelque chose de sain, avec des meilleurs résultats possibles pour les mamans, pour les bébés, il faudra avoir un Une panel de diversité, choix ben oui. dans toutes les régions, accessible à tous. Et ça, c'est l'hôpital, c'est le plateau technique, c'est l'accompagnement à l'hôpital, c'est le gîte de naissance, la maison de naissance et l'accouchement à domicile. Ouais. Et tout ça devrait être proposé à tout le monde. Voilà. Et alors, on aurait des résultats fantastiques, évidemment. Eh ben, ça va le faire. Voilà. Dans quelques années, ça va le faire. Merci beaucoup, Sarah.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, soit j'y répondrai directement, ou alors on pourrait refaire une vidéo à l'occasion, ou un live Instagram ou quelque chose. Vous pouvez participer donc au crowdfunding de la bulle, c'est jusqu'au 28 décembre, je mets le lien dans la barre d'infos. Chaque don compte, chaque don permet d'avancer, de préparer un lancement beaucoup plus serein pour l'équipe et pour les mamans aussi, ce sera bien plus confortable. Donc n'hésitez pas à participer.